Je vais parler du syndrome néphrotique corticosensible de l'enfant et on va voir est-ce qu'il y a des nouveautés ou pas en matière de syndrome néphrotique corticosensible de l'enfant. Alors ma présentation je vais parler tout d'abord de quelques définitions, est-ce qu'il y a du nouveau ou pas, de la prise en charge de la première poussée du syndrome néphrotique, de la prise en charge des rechutes, du traitement symptomatique et enfin de la prise en charge du syndrome néphrotique corticodépendant et syndrome néphrotique à rechute fréquente. Alors, pour la définition, tout d'abord, le syndrome néphrotique. Bon, la définition, elle est bien connue, mais maintenant, ce qui est nouveau, c'est que le critère hypoprotidémie a été enlevé de la définition et donc on parle de syndrome néphrotique quand on a des œdèmes associés à une protéinurie massive et une hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes par litre. Donc, parmi les critères, on ne compte plus la protéinurie comme critère diagnostique. Toujours dans les définitions, bon, je rappelle ici la définition de rémission complète, rémission partielle et rechute, parce qu'on va parler, et on a parlé depuis ce matin de ces notions-là. Alors, pour la rémission complète, elle est définie par une protéinurie, un rapport protéine sur créate inférieur ou égal à 20, donc normal, ou bien une protéinurie de 24 heures inférieure à 3 à 5 mg par kilo par jour, ou bien aussi, on peut se baser sur une bandelette négative 3 jours de suite pour déclarer une rémission complète. Pour la rémission partielle, c'est un rapport protéine sur créatinine entre 20 et 200 mg par millimole, ou bien une protéinurie de 24 heures entre 5 et 50 mg par kilo par jour, avec une albuminémie supérieure à 30 g par litre. La rechute, c'est une récurrence d'une protéinurie néphrotique, ou bien à la bandelette urinaire d'une protéinurie supérieure à 3 croix pendant 3 jours de suite, avec ou sans réapparition des œdèmes chez les enfants, chez un enfant qui était déjà en rémission complète ou partielle. Et vous savez que dans les syndromes néphrotiques, les rechutes, souvent on n'a pas les œdèmes. Alors maintenant, la définition du syndrome néphrotique cortico-sensible. Actuellement, avant, on parlait de syndrome néphrotique corticosensible quand on avait une négativation de la protéinurie au bout de 4 semaines de traitement corticoïde pleine dose, plus ou moins les injections de solumédrol. Maintenant, la définition donc, de la rémission complète, c'est de la corticosensibilité, pardon, c'est l'obtention d'une rémission complète sous prednisone à pleine dose pendant 4 à 6 semaines, plus ou moins les 3 injections de solumédrol à la dose de 500 mg par mètre carré tous les 2 jours ou de 15 mg par kilo par jour tous les 2 jours. Donc, quand on a une rémission complète au bout de 4 semaines, c'est bon. Quand on n'a pas obtenu la rémission complète au bout de 4 semaines de pleine dose de corticoïdes, on va rentrer dans ce qu'on appelle la période de confirmation. On va prolonger cette corticothérapie orale pendant encore 2 semaines et on va réévaluer la protéinurie. Si la protéinurie, elle devient négative, on va parler d'un syndrome néphrotique répondeur tardif. Si cette protéinurie, elle ne se négative pas, on va être dans les syndromes néphrotiques cortico-résistants. Vous voyez aussi, au niveau de ces deux définitions, il y a une autre modification, c'est la posologie du corticoïde, parce que la tendance actuelle, c'est d'utiliser de moins en moins les corticoïdes, et pour le bolus de solumédrol, on utilisait la dose de 1 g par 113 mètres carrés tous les 2 jours. Actuellement, il est recommandé de faire des bolus à 500 mg par mètre carré tous les 2 jours. Pour le syndrome néphrotique corticodépendant, c'est la réapparition de la protéinurie lors de la dégression des corticoïdes ou dans les 15 jours qui suivent l'arrêt de la corticothérapie. Pour les rechuteurs fréquents, parce qu'on va en parler dans la dernière partie de ce topo, donc on parle de rechutes fréquentes quand un enfant fait plus de 2 rechutes dans les 6 premiers mois d'évolution de sa maladie, ou bien s'il fait un nombre supérieur ou égal à 4 rechutes par an, quelle que soit la période d'évolution de sa maladie. Une autre notion aussi qui a été introduite, c'est le syndrome néphrotique multirésistant. On parle de cette entité quand on n'a pas obtenu de rémission complète après 12 mois de traitement immunosuppresseur avec au moins 2 immunosuppresseurs, incluant
obligatoirement un anticalcinurine, donc soit la cyclosporine, soit le tacrolimus à dose standard. Ça, c'était pour les définitions. Et la chose nouvelle, c'est surtout la définition du syndrome néphrotique cortico-résistant, cortico-sensible. Donc, on a prolongé cette période de corticothérapie orale. On va parler maintenant de la prise en charge de la première poussée. Et actuellement, comme je vous ai dit, la tendance, c'est la corticothérapie de courte durée. Alors, quand on a un enfant qui se présente pour une première poussée de syndrome néphrotique, on va mettre les corticoïdes à la dose de 60 mg par mètre carré par jour ou 2 mg par kilo par jour, avec une dose maximale de 60 mg en 1 à 2 prises pendant 4 semaines. Et on va bien sûr appliquer, si absence de négativation, la période de confirmation. Et donc, si on confirme un syndrome néphrotique corticosensible, à ce moment-là, on va passer directement à la dose de prednisone à 40 mg par mètre carré par jour, ou bien la dose de 1,5 mg par kilo par jour, un jour sur deux, pendant 4 à 6 semaines. Et après, on va arrêter le traitement. Ça, c'est le protocole qui est actuellement recommandé par la Société internationale de néphrologie pédiatrique et qui est adopté aussi par les différentes sociétés de néphrologie dans les pays européens. Donc, il n'y a plus cette durée du traitement qui était de 4 mois et demi de la première poussée. Donc, on va faire un premier palier qui est de 60 mg par mètre carré en dose quotidienne et on va passer à un deuxième palier qui est de 40 mg par mètre carré, un jour sur deux, pendant une durée de 4 à 6 semaines. Donc, le traitement en total va durer entre 2 et 3 mois et on va arrêter le traitement par la suite. Alors, pour le nombre de prises quotidiennes de corticothérapie orale, il n'y a pas de différence entre une seule ou deux prises, mais on a constaté qu'avec une seule prise le matin, il y avait moins de risques de retentissement sur la croissance et de suppression de la fonction surrénale. Et pour ce qui concerne la prednisolone, elle peut également être utilisée à la même dose que la prednisone. Pourquoi cette tendance à écourter la corticothérapie? En fait, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que la corticothérapie plus prolongée n'avait pas d'effet sur la réduction du nombre de rechutes, ni donc bien sûr sur leur fréquence. Donc, elle ne diminue pas le risque de rechute et elle ne diminue pas la fréquence des rechutes. Et donc, les auteurs actuellement et les sociétés savantes préfèrent ou préconisent une corticothérapie plus courte. Ça, c'était pour la première poussée. Alors maintenant, qu'en est-il pour les rechutes? Et vous savez que 80% des syndromes néphrotiques corticosensibles vont rechuter. Et parmi ces rechuteurs, 50% seront des corticodépendants ou des rechuteurs fréquents. Alors, concernant le traitement des rechutes, il n'y a pas de protocole bien défini et c'est généralement des attitudes locales qui dépendent des équipes ou bien des sociétés savantes, mais il y a un certain nombre de principes à respecter lors du traitement de ces rechutes. Le premier principe, c'est la dégression rapide de la corticothérapie et ça rejoint l'idée dont on parlait pour la première poussée, c'est d'éviter la corticothérapie prolongée avec ses effets indésirables. Deuxième principe, c'est qu'en cas d'infection, on va passer systématiquement à une dose quotidienne afin d'éviter le rechute. Donc, classiquement, ce qu'on fait, c'est que quand on a un enfant qui a une infection virale, généralement, et il commence à avoir une petite protéinurie, on dit qu'on va respecter cette protéinurie. Si elle se prolonge ou elle s'aggrave, à ce moment-là, on va augmenter les doses. Actuellement, non. Dès que l'enfant commence à avoir des signes de virose, il faut passer à dose quotidienne afin d'éviter la survenue de la rechute et arrêter, bien sûr, rapidement ou revenir à la dose initiale. Troisième principe, c'est qu'en cas de rechute précoce, c'est-à-dire survenant moins de 3 mois après la dégression ou l'arrêt des corticoïdes, il faut garder une dose minimale de corticothérapie,
cette dose, ça, elle va être 2,5 à 5 mg au-dessus de la dose à laquelle est survenue la rechute. Et on va maintenir ce traitement pendant au moins un an. Alors ici, je vous ai mis un protocole qui est appliqué par la Société de néphrologie pédiatrique en France. Donc, en cas de rechute de plus de 3 mois après l'arrêt du traitement, on va remettre la pleine dose en dose quotidienne jusqu'à 3 jours après la négativation de la protéinurie. Après, on va dégraisser par palier de 2 semaines. Donc, lors de la première rechute, avant, on reprenait le protocole et avec une dégression plus lente. Actuellement, on fait la pleine dose jusqu'à 3 jours après négativation et après, on va dégraisser toutes les 2 semaines. Donc, on va passer à pleine dose un jour sur deux, 40 mg par mètre carré un jour sur deux, puis 20, puis 10 mg par mètre carré tous les 2 jours, puis arrêter. Si cette rechute survient moins de 3 mois après l'arrêt de la prednisone, donc on va suivre le même protocole, mais on ne va pas arrêter la corticothérapie, on va garder la faible dose de 5 mg ou de 2,5 mg tous les 2 jours pendant au moins 12 mois. Et pour vous montrer que la prise en charge de rechute, elle est hétérogène entre les sociétés savantes, voici le protocole de la Société italienne de néphrologie pédiatrique qui recommande la reprise de la pleine dose quotidienne jusqu'à 5 jours après négativation de la protéinurie. Après, comme pour la première poussée, on va passer à 40 mg par mètre carré tous les 2 jours avec une dose maximale de 40 mg pendant 4 semaines et après, on va arrêter. Donc, vous voyez que déjà la prise en charge des rechutes, bon, ça dépend des enfants, il y a des rechuteurs fréquents, il y a des enfants qui rechutent des rechutes très espacées. Et donc, l'objectif, c'est de ne pas maintenir très longtemps la corticothérapie et d'essayer, dès qu'il négative la protéinurie, de dégraisser rapidement. Je vais parler maintenant du traitement symptomatique. Je ne vais pas détailler tout le traitement symptomatique, mais je vais parler uniquement du traitement des œdèmes. Alors, tout d'abord, quand on a des œdèmes légers, ça veut dire quoi? Ça veut dire une prise de poids entre 7 et 10%. À ce moment-là, on va préconiser une restriction sodique avec un apport quotidien en sodium inférieur à 1 à 2 grammes par jour, ou bien inférieur à 35 mg par kilo par jour, c'est l'équivalent de 0,5 mg par kilo par jour, associé à une restriction hydrique. Cette restriction sera adaptée en fonction des pertes insensibles plus la diurèse. En cas de syndrome néphrotique avec des œdèmes modérés à sévères, on va évaluer la volémie de l'enfant. Donc, on va regarder si l'enfant présente ou pas des signes d'hypovolémie. Donc, on va regarder la fréquence cardiaque, le TRC, la tension artérielle, la diurèse, les douleurs abdominales, les signes d'hypovolémie. On va regarder la glucémie urinaire, le potassium urinaire, la fraction d'extraction de sodium, l'hématocrite, pour voir s'il est en état d'hypovolémie ou pas. Si on a une hypovolémie, donc on va regarder si l'enfant il est en état de choc ou pas. Donc en cas d'état de choc, il faut remplir l'enfant par une solution saline ou bien par de l'albumine à 5%. Donc ce n'est pas l'albumine qu'on utilise quotidiennement à 20%, donc il faut diluer et remplir avec de l'albumine à 5%, ou bien on peut utiliser aussi le sérum physiologique. Si on a des signes d'hypovolémie sans signe d'état de choc, à ce moment-là, on va passer de l'albumine à la dose de 0,5 à 1 g kg, suivie d'une dose de diurétique de 0,5 à 1 mg par kilo. En particulier ici, c'est le furosémide. En l'absence de signes d'hypovolémie, bon, c'est tout ce que les syndromes néphrotiques, ils ont toujours une hypovolémie relative, mais elle n'est pas forcément symptomatique. Donc, si on n'a pas de signe clinique d'hypovolémie, on peut utiliser le furosémide oral à la dose de 2 à 4 mg kg par jour pour diminuer les œdèmes.
c'est pas pour les œdèmes légers, c'est quand on a une prise de poids qui est supérieure à 10%. Et s'il ne s'améliore pas, on peut aussi ajouter l'aspironolactone à la dose de 2 à 4 mg par kilo par jour. Et on va évaluer l'enfant au bout de 48 heures. En l'absence de réponse à cette thérapeutique diurétique, on peut ajouter le métolazone, mais on ne dispose pas de ce traitement en Tunisie. On peut le remplacer par l'amyloride. À la dose, l'amyloride, on peut l'utiliser à la dose de 0,1 à 0,3 aussi, mg par kilo par jour. Ou bien, on va changer, si on ne dispose pas de ces molécules, on va passer du furosémide oral au furosémide par voie intraveineuse à la dose de 3 à 4 mg kilo par jour. Toujours en donnant les diurétiques, il faut réévaluer à chaque étape l'état de la volémie de l'enfant parce que vous savez que quand on donne des diurétiques chez les néphrotiques, il y a un risque d'aggraver l'hypovolémie, il y a un risque aussi d'aggraver les thromboses. Donc, il faut être très vigilant en utilisant ces molécules. Donc, toujours, on va réévaluer l'enfant et s'il n'y a pas de réponse au bout de 48 heures, on va donner le furosémide IV à la dose de 2 à 4 mg kg par jour en association avec l'albumine à 0,5 à 1 g par kilo par jour. Et en cas d'œdème réfractaire, on va donner le furosémide en perfusion continue à 0,5 à 1 mg par kilo par heure en association avec les perfusions d'albumine, ou bien on peut aussi utiliser le tolvaptan. Le tolvaptan, c'est un antagoniste sélectif des récepteurs de la vasopressine qui est essentiellement utilisé dans la polykystose dominante. Il n'a pas la MM chez l'enfant, mais dans des cas extrêmes, on peut l'utiliser. Voilà, donc ça c'était pour la prise en charge des œdèmes. Donc, la règle principale dans le syndrome néphrotique, comme on a dit, c'est de ne pas donner ou utiliser les diurétiques, ou si on est obligé de les utiliser, il faut bien les utiliser avec précaution, il faut bien surveiller l'état de la volémie de l'enfant pour ne pas avoir des complications. Mais en cas de besoin, bien sûr, il faut les utiliser. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la dernière partie qui est la prise en charge du syndrome néphrotique corticodépendant et syndrome néphrotique à rechute fréquente. Et déjà, il y a eu dans la discussion du symposium un peu des prémices sur cette partie. Alors, la particularité de ces deux formes de syndrome néphrotique, c'est qu'on utilise beaucoup de corticoïdes et donc à un certain moment, on a besoin d'utiliser des molécules qui permettent l'épargne cortisonique, qui nous permettent d'arrêter ou bien de diminuer les doses de corticoïdes. Alors, quand est-ce qu'on utilise, voilà, on a recours à ces molécules? Quand on a un syndrome néphrotique à rechute fréquente et corticodépendant, et en cas d'apparition d'effets indésirables de la corticothérapie, en particulier l'HTA, le retentissement sur la vitesse de croissance, les complications ophtalmologiques, la cataracte, le glaucome, les vergetures et l'ostéopénie. Et aussi, il y a une indication particulière chez l'adolescent avec des problèmes de compliance au traitement corticoïde. Vous savez que l'adolescent, avec les corticoïdes, il y a l'acné, il y a l'obésité, il y a l'hypertrichose. Donc, ça peut poser un problème. Et donc, dans ce cas, même si c'est un syndrome néphrotique qui n'est pas très méchant, on peut recourir aux immunosuppresseurs pour éviter les corticoïdes. Alors, maintenant, quelle est la molécule qu'on va utiliser? On dispose d'un certain nombre de molécules et il faut qu'on choisisse, en fonction du cas, quelle molécule on peut utiliser. Alors, les molécules dont on dispose, il y a tout d'abord le levamisole. Alors, le levamisole, il permet de réduire le risque de rechute par rapport au placebo et par rapport à l'absence de traitement. Mais le problème avec cette molécule, c'est sa non-disponibilité dans plusieurs pays, en particulier la Tunisie. Le deuxième problème, c'est l'hétérogénéité considérable des méta-analyses concernant cette molécule, mais c'est une molécule dans les pays où elle est disponible qui peut être utilisée dans cette indication. Deuxième molécule, c'est la cyclophosphamide.
Alors, la cyclophosphamide elle est plus efficace dans les syndromes néphrotiques à rechute fréquente que dans les syndromes néphrotiques corticodépendants. Mais comme vous le savez, il y a un chevauchement important entre ces deux entités. Alors, cyclophosphamide, c'est une bonne molécule, mais qu'on utilise de moins en moins à cause de sa toxicité. Troisième molécule, c'est la cyclosporine A. Donc, elle est efficace dans les syndromes néphrotiques à rechute fréquente et dans les syndromes néphrotiques corticodépendants, mais il existe un risque de rebond à la diminution de l'arrêt du traitement et souvent, on a une bonne efficacité, mais on a une cyclodépendance. Et donc, on est obligé de maintenir ces malades sous cyclosporine à des faibles doses, à des doses minimales de façon prolongée. Et donc, il y a un risque important de néphrotoxicité. Pour le tacrolimus, qui est aussi un anticalcinurine, donc il appartient à la même famille que la cyclosporine. Donc, il n'y a pas vraiment d'études randomisées, etc., pour cette molécule dans les syndromes néphrotiques corticodépendants et rechute fréquente, mais il y a plusieurs séries qui suggèrent son efficacité. Donc, c'est une molécule qui est intéressante dans cette indication. Pour la cinquième molécule, c'est le mycophénolate mofétyle, ou MMF. Bon, c'est une molécule qui est de plus en plus utilisée. Elle est moins efficace que la cyclosporine, mais elle possède une bonne tolérance. Donc, on peut la maintenir de façon prolongée pour les malades qui nécessitent des immunosuppresseurs. Enfin, le rituximab, dont on en a parlé largement dans le symposium qui a précédé. Donc, le rituximab associé à des faibles doses de corticoïdes et d'anticalcinurine, donc dans les différentes études, il a prouvé qu'il n'était pas inférieur aux doses standards de ces agents-là dans le maintien d'une rémission à court terme chez les enfants qui dépendent de ces molécules et permet l'arrêt des autres immunosuppresseurs et de la corticothérapie. Il est efficace pour les syndromes néphrotiques corticodépendants et rechuteurs fréquents, compliqués, mais il y a un risque, bien sûr, de rechute après 18-19 mois après l'injection. Et il n'y a pas d'infériorité de cette molécule par rapport aux corticoïdes dans le maintien de la rémission des syndromes corticosensibles. Dans cette revue de la Cochrane Database, qui est récente sur les traitements immunosuppresseurs des syndromes néphrotiques corticosensibles d'enfants, donc les auteurs concluent que le cyclophosphamide par voie orale ou IV, donc le Rembuside, qui est de moins en moins utilisé, l'Evamisole, la cyclosporine, le MMF et le rituximab, toutes ces molécules étaient efficaces et permettaient une réduction significative de l'incidence des rechutes en cas de syndrome néphrotique corticosensible. Et il y avait peu de différences en termes d'efficacité entre ces molécules, mais bon, pour certaines molécules, les effectifs étaient faibles. Il n'y a pas d'études comparatives entre le tacrolimus et la cyclosporine, mais le tacrolimus est de plus en plus utilisé. Et le rituximab, il a, on le redit, une efficacité importante, mais ça reste un traitement qu'on va réserver comme traitement de deuxième ou de troisième ligne. Et les agents alkylants, donc le cyclophosphamide, restent un choix raisonnable, mais ils sont prescrits avec précaution parce qu'ils ont des effets indésirables, en particulier sur la fertilité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, là aussi, il y a certaines différences entre les guidelines des différentes sociétés en fonction des molécules disponibles, en fonction des capacités des patients, surtout économiques, de sécurité aussi sociale. Mais je vous mets ici le protocole de la société allemande, qui est proche de notre réalité et qu'on peut appliquer pour nos malades. Donc, quand on a un syndrome néphrotique corticosensible et qui évolue vers soit une forme de rechute fréquente ou corticodépendance, ou bien avec des effets indésirables de la corticothérapie, ces guidelines préconisent la prescription de première intention du MMF à la dose de 600 mg par mètre carré x 2 par jour, avec une aire sous la peau qui doit être supérieure à 50 mg par heure par litre.
Donc, le MMF, il est disponible en Tunisie. On peut l'utiliser de façon assez courante pour nos patients. Ah, donc, pour ces guidelines, en cas de réponse au MMF, on va continuer ce traitement 1, 2, voire 4 années parce qu'il a un bon profil de tolérance. Il y a aussi un risque de rechute après l'arrêt. Donc, si le traitement ne pose pas de problème, il n'y a pas d'effet indésirable, on peut le continuer jusqu'à 4 années pour le malade. En cas de non-réponse au MMF, à ce moment-là, on va switcher pour une autre molécule, et en particulier ici, un anticalcinurine, que ce soit la cyclosporine ou bien le tacrolimus. Ou bien ici, il recommande le levamisole pour les pays où c'est disponible. Donc, avec les anticalcinurines, si on obtient un succès, on va les maintenir aussi pour une durée 1 à 2 ans, mais on peut étendre. Mais ici, vous savez qu'au bout de 2 ans de cyclosporine, ou bien maximum 3 ans, il faut refaire une biopsie rénale pour voir s'il n'y a pas d'effet indésirable sur le rein. Donc, en l'absence de réponse aux anticalcinurines, à ce moment-là, on va recourir en troisième ligne, soit au rituximab, soit aussi au cyclophosphamide si on ne l'a pas utilisé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie pour votre attention.